Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La princesse de Clèves. C'est un roman de Madame de La Fayette publié en 1678. Mademoiselle de Chartres vient à la cour avec sa mère. Le lendemain de son arrivée, elle va chez le bijoutier. Elle y rencontre le prince de Clèves qui tombe tout de suite amoureux d'elle. Le prince de Clèves va ensuite chez la sœur du roi et il questionne les individus sur l'identité de cette personne qu'il a croisée quelques instants plus tôt. Une femme lui répond et l'invite pour le lendemain chez Madame de Chartres. Le prince la revoit effectivement le lendemain. En sortant de chez elle, le prince de Clèves et le chevalier de Guise la complimentent, et chacun est amoureux d'elle. Le prince de Clèves fait sa demande de mariage à mademoiselle de Chartres, qui en parle à sa mère. Cette dernière est d'accord et ils se marient. Peu après son mariage, monsieur de Clèves est toujours amoureux de la princesse de Clèves, mais il sent qu'elle n'est pas amoureuse de lui, elle n'a que de l'estime pour lui. Nemours a pour objectif d'aller en Angleterre. Avant de s'y rendre, il passe par Paris pour assister au mariage de monsieur de Lorraine. La princesse de Clèves y danse avec son mari. Le roi lui dit qu'elle devra danser avec le premier individu qui entrera dans la pièce. Cet individu est Nemours, qui tombe de suite sous le charme de la princesse de Clèves. Elle tombe amoureuse de lui. Nemours devine qui elle est, mais c'est la dauphine qui apprend à la princesse de Clèves qui il est. Ils en viennent à se rencontrer souvent. Madame de Chartres apprend à sa fille les relations de la cour car la princesse ne croyait que ce qu'elle voyait. Les gens de la cour devinent que Nemours doit avoir une maîtresse car ils croient qu'une fois au bal, la maîtresse, en se parant, cherche à plaire à tout le monde et non qu'à son amant. La princesse de Clèves, ayant entendu cette conversation, ne veut plus aller au bal du maréchal de Saint-André. Elle dit à sa mère qu'elle ne veut pas y aller car le maréchal est amoureux d'elle. Son absence s'est faite remarquer. Sa mère comprend les sentiments de sa fille. Madame de Chartres sous-entend à sa fille que Nemours et la dauphine sont ensemble. Le lendemain, la dauphine lui dit que Nemours a changé. Avant, il courait les femmes. Elle lui dit aussi que ce n'est pas elle qu'il est en train de séduire. Madame de Chartres tombe malade. Elle a une dernière discussion avec sa fille. Elle lui dit qu'elle sait qu'elle aime Nemours. Elle lui dit de ne pas accepter cet amour et de s'en aller de la cour avec son mari. Sa mère finit par mourir. La princesse de Clèves se fait mener par son mari à la campagne. La princesse de Clèves se dit chagrinée par la mort de Madame de Tournon. Monsieur de Clèves lui dit de ne pas s'en faire car après la mort de son mari, elle a séduit deux hommes, Sancerre et Estouteville. Sancerre a raconté à son mari, le prince de Clèves, une aventure qui était la sienne, mais sans nommer personne. Le prince de Clèves l'a racontée à Madame de Tournon, qui lui apprend que Sancerre est son amant. Le prince de Clèves est affligé, car déjà, premièrement, son ami lui a caché cette relation, et deuxièmement, car Madame de Tournon montre une fausse peine quant à la mort de son mari. Le prince de Clèves a été voir son ami lors de la mort de sa maîtresse. Sancerre a l'air affligé, puis il est en colère. Ce changement provient du fait que Sancerre a appris que Madame de Tournon avait un autre amant qui s'appelle Estouteville. Après le discours du prince de Clèves, la dauphine vient voir la princesse de Clèves. Elle lui dit que Nemours est amoureux de quelqu'un, mais que cette personne est inconnue d'elle. À cause de cet amour, Nemours retarde son arrivée en Angleterre et son mariage avec la reine. Le prince de Clèves fait un portrait de sa femme. Nemours le vole. La princesse de Clèves le voit. Elle ne veut pas le lui réclamer en public car elle a peur que tout le monde voie qu'il l'aime. Elle veut pas non plus lui demander en privé car elle a peur que Nemours lui déclare sa flamme. Nemours sait qu'elle l'a vu. Son mari recherche le portrait partout et lui dit que c'est peut-être son amant qui l'a volé.
Un jour, lors d'un tournoi à cheval, Nemours se blesse. La princesse de Clèves change l'expression de son visage, et elle va le voir. L'intention de la princesse de Clèves se fait remarquer, et Nemours le remarque aussi. De Guise l'a aussi remarqué, et il en meurt de désespoir. Chastelar passe une lettre à la dauphine, qui croit que cette lettre vient de la maîtresse de Nemours à destination de Nemours. Madame la dauphine donne cette lettre à la princesse de Clèves pour qu'elle la lise et lui dise de quelle main elle a été écrite. Dans cette lettre, une femme se plaint d'un homme qui était son amant, qui a connu une autre femme et qui finalement serait retourné vers elle. La princesse de Clèves en est malade de jalousie. Elle ne sait pas que cette lettre n'appartient pas à Nemours, mais au vidame de Chartres, qui l'a perdue. Le vidame est mal en point, car il a appris que la lettre a été remise à la dauphine. Il demande à Nemours de récupérer sa lettre auprès de la dauphine. Le vidame est amoureux de deux femmes, de la reine et de Madame de Thémines, ce qui lui pose problème. Nemours accepte de chercher la lettre. Nemours dit la vérité à la princesse de Clèves qui est rassurée. Une fois chez la dauphine, la princesse de Clèves apprend que la reine demande la lettre. La princesse de Clèves dit qu'elle l'a donnée à Nemours. La princesse de Clèves lui dit qu'elle l'a donnée à Nemours. La dauphine lui dit de recopier cette lettre d'une main inconnue, car sinon la reine risque de penser que c'est la dauphine qui a une relation avec le vidame. La princesse de Clèves fait venir Nemours pour qu'il lui donne la lettre, afin qu'elle la recopie. Nemours lui dit qu'il l'a déjà donnée au vidame. Ils décident de se servir tous deux de leur mémoire. Ils rendent la lettre, la reine pense que le vidame la trompe et en plus avec la dauphine. La princesse de Clèves se retire à la campagne. Nemours trouve le prétexte d'aller chez sa sœur avec le vidame pour aller voir la princesse de Clèves. Il entre dans le jardin de la princesse de Clèves. Caché, il entend une conversation entre elle et son mari. Le prince de Clèves ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas rentrer à Paris. La princesse de Clèves lui avoue qu'elle se retire à la campagne car elle aime un homme et que cet homme l'aime. Elle ne précise pas son nom. Son mari ressent de la colère, mais en même temps, il est content de la sincérité de sa femme. Nemours, quant à lui, est heureux car il sait maintenant que la princesse l'aime. Le prince de Clèves finit par comprendre que c'est de Nemours dont il s'agit. Son mari lui recommande d'aller au mariage du duc d'Albe. La dauphine vient voir la princesse de Clèves en lui disant que Nemours est amoureux et que cette femme est amoureuse de Nemours sans toutefois lui en laisser d'indices, et qu'elle a confié cet amour à son mari. En fait, elle le sait du vidame qui a raconté l'histoire que lui a confiée Nemours. Nemours vient juste après. La dauphine lui demande des comptes. La princesse de Clèves est très mal à l'aise. Nemours se défend en lui disant que c'est une histoire que lui a racontée un ami. La princesse de Clèves en veut à son mari car elle croit que c'est lui qui a raconté cette histoire. Le prince de Clèves lui en veut car il sait qu'il n'a pas raconté cette histoire, il croit que ça vient d'elle. Le roi fait son combat à cheval. Un bout de lance entre dans son œil et il en meurt. Avant sa mort, il marie le duc de Savoie avec sa sœur. La princesse de Clèves se retire à Coulommiers. Monsieur de Clèves fait suivre Nemours. Nemours, de nuit, s'introduit dans le jardin. Il profite des fenêtres ouvertes pour entrer dans la chambre de la princesse. Il fait du bruit et la réveille. Elle se dirige vers les domestiques. Nemours se retire. Nemours se rend chez sa sœur. Il pousse sa sœur à ce qu'ils aillent voir ensemble la princesse de Clèves. Le gentilhomme conte ce qu'il a vu. Le prince de Clèves en tombe malade. Le sachant malade, la princesse de Clèves vient le voir. Son mari lui confie qu'il sait qu'elle l'a trompé. La princesse de Clèves se défend, mais son mari ne la croit pas. Il meurt quelques jours plus tard. Durant quelques mois, le décès de son mari rend mal la princesse de Clèves. Nemours dit au vidame qu'il faut qu'il fasse venir la princesse de Clèves chez lui, ainsi il pourra la voir. Une fois la princesse chez le vidame, Nemours lui parle de son amour. La princesse de Clèves le rejette, car pour elle, c'est lui qui a causé la mort de son mari à cause de sa visite à Coulommiers. Le vidame écrit des lettres à la princesse de Clèves, mais elle se tient à son principe. Elle va dans les Pyrénées. Nemours va la voir, mais elle refuse ses avances. Elle ne revient pas à Paris et elle meurt jeune.
On nous décrit la princesse de Clèves. Déjà, on nous la décrit physiquement. Elle est belle. Il est dit qu'elle est d'une beauté parfaite, même si on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble. Elle a le teint blanc et les cheveux blonds. Ceci laisse une marge au lecteur pour imaginer la femme parfaite à ses yeux. On ne sait pas si elle est grande ou petite, on ne sait pas la forme de son corps. En tout cas, sa beauté plaît à beaucoup d'hommes. Personne ne conteste sa beauté. On nous décrit aussi sa place dans la société. On ne sait pas exactement à quelle classe sociale elle appartient, même si on la devine haute. Elle est parentée au vidame de Chartres et elle a l'air d'être un parti intéressant pour des soupirants de haut rang. On nous parle aussi de son éducation. Elle a reçu une éducation un peu particulière de par sa mère. Elle a dû à peine connaître son père et elle a grandi hors de la cour. L'éducation n'a pas l'air de provenir d'une gouvernante, mais de sa mère qui a pris soin de développer sa beauté et sa morale. L'éducation de la princesse de Clèves relève du travail de madame de Chartres, qui est un travail minutieux. Elle est presque comme une œuvre d'art. Au lieu de tout cacher à sa fille, madame de Chartres lui montre au contraire tout. Les autres mères cachent les dangers à leur fille afin qu'elle ne tombe pas dedans. Sa mère fait le contraire, elle lui montre les dangers afin que sa fille ne tombe pas dedans. Elle lui décrit des relations à la cour qui ne sont pas toujours celles que à l'extérieur on croit. Si un tel semble attaché à un autre, ce n'est pas forcément car il s'apprécie, cela correspond à une idée de rang et de morale. Si un tel semble détester un autre, ce n'est pas forcément car il ne l'aime pas, c'est peut-être une mascarade. Cette fausse inimitié peut cacher, contrairement à ce que l'on pense, une liaison adultère. Le portrait que fait madame de Chartres des hommes est peu élogieux. Ce sont des êtres inconstants qui veulent toujours faire dévier les femmes du chemin de l'honnêteté. Ils sont très volages. Les femmes ont un portrait légèrement plus avantageux car elles sont plus représentées comme des victimes. Certains tombent dans les pièges des hommes et d'autres au contraire s'en méfient. Ce sont des femmes honnêtes. La vie idéale pour madame de Chartres est qu'une femme ait un mari, qu'elle lui soit fidèle et qu'elle ne s'écarte jamais de ce chemin. Une liaison adultère viendrait tout gâcher. Le bonheur est dans la fidélité. Les conseils que sa mère va donner à sa fille influencera sa fille toute sa vie. Elle luttera toujours contre ses sentiments. Même si sa passion lui demandera de céder à Nemours, elle ne le fera jamais. Sa morale sera toujours la plus puissante. La princesse de Clèves n'a pas été gênée de dire à sa mère la proposition de mariage de monsieur de Clèves. Par contre, dès qu'elle tombe amoureuse, elle se met à mentir à sa mère qui pourtant lui dit toujours la vérité. Si elle voulait se protéger de l'amour de Nemours, le plus simple n'aurait-il pas été de le dire à sa mère qui aurait pris les mesures adéquates. Tous les hommes voient la beauté de la princesse de Clèves. Les femmes, elles, s'en moquent, mais du moins, elles ne la jalousent pas. La princesse de Clèves n'a aucun ennemi dans cette histoire, ce qui paraît peu probable dans la vie réelle. Le seul ennemi de la princesse de Clèves, c'est justement elle, qui s'interdit le bonheur au nom de la morale. La princesse de Clèves est quelqu'un de peu expérimenté. Elle a été longtemps tenue hors de la cour, elle ne connaît pas les vraies relations entre les personnes, si bien que ce qu'elle voit, elle le croit. Elle est jeune, elle a 16 ans, ce qui ne l'avantage pas. Elle n'a pas l'air d'être déjà tombée amoureuse. Dans ce roman, le prince de Clèves n'a pas de rapport physique avec elle, ce qui est assez improbable. Elle n'est jamais enceinte. Par ailleurs, dans ce roman, on ne parle jamais de femme enceinte. La princesse de Clèves est tout simplement mariée. Elle n'acquiert que le statut de femme mariée et ne s'embrasse même jamais. L'amour ici ne consiste qu'en un jeu de regard. Personne ne se touche, ne serait-ce que pour se serrer la main. Il y a une espèce de mur entre les personnages. Le prince de Clèves aime la princesse de Clèves, mais par contre, la princesse de Clèves n'aimera jamais son mari. Au début, avant le bal où elle rencontrera Nemours, elle croit avoir de l'amour pour son mari, alors que ce n'est que de l'estime. Cela signifie qu'avant de rencontrer Nemours, elle n'a jamais aimé personne. Nemours est donc son premier amour, et il sera le seul, puisqu'elle se retirera de la cour et qu'elle mourra jeune. Monsieur de Clèves sait quel sentiment a sa future femme quant à son égard, mais cela ne l'empêche pas de se marier tout de même avec elle.
C'est le prince de Clèves qui est jaloux. La princesse de Clèves, elle, n'est jamais jalouse. Elle ne regarde jamais les liens que le prince de Clèves a avec les autres femmes. Elle s'en fiche complètement. Le prince de Clèves semble aussi se plaindre de l'humeur égale de sa femme. Sa femme est toujours parfaite. Il n'a jamais rien à lui reprocher, ce qui à la longue peut être gênant. Trop d'imperfections est gênant, mais une femme trop parfaite peut également être gênante. La scène du bal est une scène des plus importantes du roman. La princesse rencontre pour la première fois Nemours, très peu de temps après son mariage. Si Nemours serait venu à la cour quelques semaines plus tôt, je pense que la princesse se serait mariée avec lui et non avec le prince de Clèves. Si la rencontre aurait eu lieu légèrement avant, le drame n'aurait pas eu lieu. Madame de Clèves ne répondit point, et son silence achevant de confirmer son mari dans ce qu'il avait pensé. « Vous ne me dites rien, reprit-il, et c'est me dire que je ne me trompe pas. » « Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et mes intentions m'en donnent la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour, et je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse, et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j'avais encore madame de Chartres pour m'aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie, pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que, pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore si vous pouvez. Monsieur de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand il eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur, et l'embrassant en la relevant. « Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il, j'en suis digne. Et pardonnez si, dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'à la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il n'y a jamais eu de femme au monde, mais aussi je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment où je vous ai vu. Vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre. Elle dure encore. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour, et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Je m'étais consolée en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant, un autre fait que je n'ai pas pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant. Mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. Il est trop noble pour ne pas me donner une sûreté entière. Il me console même comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d'un prix infini. Vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu. Vous avez raison, madame. Je n'en abuserai pas, et je vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Mais, madame, achevez et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter.